Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette huitième visioconférence des rendez-vous de la transition. Donc aujourd'hui, on va parler du jour d'après, par où commencer, avec deux personnalités fortes. Monsieur Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, ambassadeur des négociations internationales le climat, président de l'association énergie équilibre des énergies, et on a raccourci un petit peu le CV parce qu'il y a beaucoup à dire. Et Bettina Laville, conseillère d'État honoraire, présidente fondatrice du comité 21. Aujourd'hui, il y aura une petite particularité, c'est que je vais être seule pour présenter parce que mon coéquipier de d'habitude, Alain, est malheureusement souffrant. Il m'a demandé de vous lire un petit message, donc je vais commencer d'habitude par ça. Juste un petit rappel avant pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. Vous aurez la possibilité, après l'intervention de Bettina et Doris, de poser des questions grâce à la petite fenêtre Q et R que vous verrez, que vous pouvez faire apparaître avec la barre de tâches en bas. Alors, vous avez deux possibilités de converser, à la fois une fenêtre conversée pour échanger, réagir entre vous, et QR vraiment pour les questions, j'insiste, parce que c'est plus pratique pour nous après les retrouver et pouvoir les poser à nos deux intervenants, sachant que la visioconférence est retransmise en direct sur Facebook et qu'elle sera aussi disponible après sur YouTube. Donc, je vais lire d'abord le petit message d'Alain, qui est un peu déçu. Chère Jennifer, chère Bettina, mon cher Brice, le sort en a voulu pour que je sois absent aujourd'hui. Mon état de santé s'améliore et je pense être disponible très bientôt, mais il faudra être un peu patient. J'attendrai donc la vidéo YouTube qui sera diffusée prochainement. Pourrais-je accéder aussi au Facebook Live, ce qui serait déjà un moindre mal. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On aurait pu vous inviter à l'ouverture, mais le changement si soudain du coronavirus qui nous est tombé dessus nous a obligés à nous organiser autrement, et c'est, lui, me semble-t-il, mieux ainsi. Vous arrivez à un moment qui nous oblige à ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux regards. Et qui mieux que vous pourrait nous apporter un nouvel éclairage sur les chemins à prendre. Notre monde a besoin de se transformer. À nous de savoir si nous le jouerons collectif ou si nous resterons repliés sur nous-mêmes. Nous avons un agenda des ODD à tenir d'ici 2030 et je sais que Jennifer y apporte beaucoup à l'Assemblée nationale, notamment pour les projets de budget. Nous avons, et pour de nombreuses années encore, à gagner cette bataille cruciale du climat. Bettina nous manage au sein du comité 21 pour permettre cette grande transformation de la société. Brice ne cesse de rencontrer les grandes semences pour les convaincre de la deuxième révolution électrique. Un grand merci pour votre présence et votre éclairage. Très amicalement, Alain. Oui, alors, on lui souhaite un bon rétablissement déjà. D'abord, absolument. Oui, c'est le pire qu'on lui souhaite, effectivement. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie d'être là et de vous accueillir et que vous ayez répondu à cette invitation. Je suis vraiment très, très touchée et très honorée. Voilà, Monsieur Brice Lalonde, c'est l'écologie depuis toujours pour moi. Et Bettina, voilà, c'est aussi une formidable personnalité que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur l'agenda 2030. Et je sais que les débats vont être riches et intéressants pour avoir eu l'occasion de discuter avec vous deux en même temps déjà à la dernière COP. Je sais que quand vous êtes partis, on ne vous arrête plus et ça fourmille d'idées et c'est génial. Donc, je suis vraiment très, très contente de vous avoir ce soir. Et puis, bon, c'est pas moi la star, c'est vous. Donc, je vais laisser la parole à Bettina pour commencer. Merci. Merci. Après une présentation aussi gentille et chaleureuse, on a intérêt à être à la hauteur, ma chère Jennifer. Donc effectivement, bon rétablissement à Alain. Alors en fait, quand on s'est concertés tous les deux, le titre vient de Brice. Je vais rendre au Seigneur tout honneur. Par où commencer? Voilà. Et le titre, effectivement, m'a beaucoup plu et je lui ai dit: «Top là, nous allons essayer de nous frayer un chemin et de vous emmener à travers, à la fois cette forêt de propositions actuellement, puisqu'il y a toutes sortes de tribunes sur le monde d'après, sur, que faire après. Nous, au comité 21, on a lancé sur Facebook aussi les chroniques du lendemain, et cetera, le rapport grande transformation
qui est paru donc la semaine dernière exactement. Beaucoup, les députés ont fait aussi un grand monde d'après, hein, je veux dire, et tu y as participé, Jennifer. En fait, tout le monde, je veux dire, tout le monde, voilà. Et ça, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je trouve ça extrêmement positif. Je n'ai pas souvenir qu'après la crise de 2008, plutôt j'ai des souvenirs très exacts. Après la crise de 2008, il y a eu à peu près 15 jours d'interrogations dans les journaux, même les journaux économiques. Est-ce qu'on peut garder ce monde-là? Est-ce que véritablement cette crise de subprime qui fait que des gens tombent, et encore on ne savait pas juste après l'ampleur de la crise, qui tombent dans la misère tout simplement parce que des banquiers ont trafiqué des emprunts, on ne peut pas garder ce monde. Et puis en fait, peu à peu, les questions ont disparu et on est passé à la vraie réalité, comme on dit, c'est-à-dire non pas au monde d'après, mais au monde d'aujourd'hui. On peut comprendre d'ailleurs dans un certain sens, hein, comment assurer sa subsistance, etc. Chacun sait que quand on a faim ou quand on est en crise personnelle, on a moins tendance à penser à faire de la prospective que dans des jours où on est un peu plus tranquille. Mais enfin, la réflexion s'est arrêtée. Alors, il y a eu quand même des choses. Moi, j'ai eu la chance de participer à la commission qui s'appelait du Grand Emprunt, qui était présidée par Alain Juppé et Michel Rocard. Et on a, à propos des investissements, lancé toutes sortes d'idées, etc. Mais il n'y a pas eu cette interrogation sur la société. Et ça, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est parce que c'est une crise qui touche la vie humaine. Alors, il y a des débats là-dessus. Certains disent, mais après tout, il y a effectivement des désastres beaucoup plus importants et des maladies qui font beaucoup plus de décès, mais dans le sud, pas dans le nord, pas dans nos pays riches, etc. Et on y prête moins attention. Alors d'abord, je trouve que quand même, sauf peut-être pour certains médias, on y prête de plus en plus attention et justement les objectifs de développement durable dont vous avez parlé, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus exactement, font qu'on essaye d'avoir des prospectives pour ce type de maux, de malheurs. Mais par ailleurs, je trouve que c'est quelque chose d'heureux que finalement le fameux, «quoi qu'il en coûte» est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et ce système, qu'on dit néolibéral, qui est néolibéral, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui met, très souvent, le profit comme non pas valeur, n'allons pas jusque-là, mais critère premier du fonctionnement de la société. Eh bien là, il y a eu une pause sur ce critère et effectivement, on peut très bien se faire beaucoup de soucis sur le nombre de victimes, alors j'espère pas de décès, mais de victimes économiques, etc., qu'il va y avoir. Mais après tout, est-ce que si on n'avait pas on a fait ce choix, il n'en aurait pas eu finalement autant. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc à la question, par où commencer? Moi, j'ai quand même envie de dire que on a commencé, on a donné, les chefs d'État ont donné, la plupart, hein, sauf Bolsonaro, certains ont traîné un peu les pieds, tout le monde voit très bien à qui je peux penser, mais tout le monde a donné quand même une réponse sur le thème, la protection de la vie humaine, quelle que soit la situation de nos pays, quelle que soit la situation de nos hôpitaux, quelle que soit la situation de nos économies, c'est plus important. Et pourquoi c'est extrêmement important dans l'écologie? Parce que l'écologie commence par le respect des équilibres de la vie. Et si on conjugue à la fois la progression des consciences sur le climat, et ça qui a quand même fait du chemin en 10 ans. Alors Brice et moi, on va dire heureusement, parce que qu'est-ce que ça a été dur, hein, mais on y est. Il y a une conscience, en particulier parmi les jeunes, etc. Si on conjugue
cette réalité depuis quelques années, les mouvements des jeunes, les décisions économiques, en particulier de certains investisseurs qui se tournent sur le green, comme on dit. Si on ajoute tout ça au fait qu'il y a eu des décisions politiques qui ont dit la vie est plus importante, je pense qu'il y a, dans ce malheur qui a frappé la planète, des signes qui peuvent être positifs. Et par exemple, on voit bien que il y a hier, il y a quand même un grand progrès dans le fait que un président de la France et une chancelière de l'Allemagne décident que la relance sera verte. Il y a eu des décisions de l'Union européenne, il y a des appels du secrétaire général des Nations unies, et finalement, tout ça peut aider, ce drame peut aider à faire basculer. Alors, on a bien vu qu'il y avait quelques ratés. Je veux dire, les ratés, c'est le président du MEDEF qui a une parole malheureuse en disant on va suspendre les réglementations environnementales. Personne ne lui a dit d'ailleurs que c'était illégal, parce que vous savez, il y a un principe de droit de l'environnement qui s'appelle le principe de non-régression, qui a été transcrit dans la loi française, dans la loi biodiversité, qui fait qu'il est aujourd'hui illégal d'aller en arrière en matière de droit de l'environnement. Ça n'a pas été encore confirmé par le Conseil constitutionnel, mais je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait infirmer cela. Donc, si vous voulez, vous avez quelques hésitations. On va avoir évidemment de très gros bugs là-dessus, mais je pense que la direction y est. Donc, première observation, le respect de la vie entraîne le respect de l'écologie. Et par où commencer? On a commencé pour vraiment, je trouve, dans le fonctionnement de la planète, pour une des premières fois, si ce n'est la première fois, par le respect de la vie dans les fêtes. Donc ça, je trouve que c'est fondamental. La deuxième observation que je voudrais faire par où commencer, c'est de dire que c'est de parler en fait de numérique et d'intelligence artificielle. Alors, Dieu sait s'il y a un immense débat. Finalement, il faut regarder les choses en face. La part d'économie, la part de fonctionnement qui a été sauvée pendant cette crise l'a été par toutes les personnes qui s'occupaient physiquement dans la réalité de la vie des services essentiels, à commencer évidemment par la santé, mais aussi les gens qui assurent la nourriture, l'eau, enfin, je veux dire, voilà, les services essentiels. Là aussi, c'est pareil, ce qui sert à conserver la vie. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, elle a été sauvée, cette économie, encore une fois en partie, par le fonctionnement des cadres qui, comme nous, communiquent par le numérique, par Zoom, etc. Et c'est un formidable basculement. Et regardez par exemple, il y a toute une tradition écologique de retour à la terre, de travail à domicile, etc. C'est depuis Ivan Illich qu'on parle de ça. Et même avant, je veux dire, il y a des réflexions de David Henry Thoreau, je veux dire, là-dessus. Bon, eh bien, cela brusquement, et j'allais dire presque grâce au numérique, on l'a fait. Et je trouve que c'est une des premières fois où, alors, il y a des choses épouvantables dans le numérique, en particulier l'énergie que ça consomme. Je veux dire, ça, Brice est plus compétent que moi là-dessus, mais c'est dévorateur complètement d'énergie. Je crois que, je ne me souviens plus, mais enfin, je veux dire, les chiffres sont effrayants quand vous comparez, par exemple, un mois d'utilisation des serveurs par rapport aux efforts que font certains pays pour diminuer les émissions de CO2 et donc pour aller vers des énergies décarbonées. Je veux dire, les serveurs annihilent complètement ces efforts. Donc là, il y a un champ de progrès extraordinaire à faire. Mais c'est là aussi une des premières fois que finalement, dans le monde écologique, la technique peut ne pas s'opposer à l'écologie. C'est-à-dire que la technique, qui est le numérique, qui est l'intelligence artificielle,
peuvent aider à conserver le lien social d'une part, le lien de travail d'autre part, et finalement la transition écologique, parce que en intelligence artificielle, vous avez toutes sortes de programmes qui accélèrent la transition, etc. Voilà. Et donc là, dans ce moment de bascule, nous avons appelé, nous, dans le rapport la grande transformation, pardon, mon Dieu, quel lapsus épouvantable, j'allais dire conservation. Dans la grande transformation, avec Philippe Dessertine, on a appelé dans l'introduction ce moment le moment de bascule. Vous pouvez trouver le rapport sur le site du comité 21. Eh bien, dans cette bascule, où on se demande effectivement par où commencer, je crois que la vie d'une part et le retour de la technique qui doit être utilisée, non pas pour détruire, mais pour conserver le bien commun, ça, c'est deux choses qui me paraissent tout à fait importantes. Alors évidemment, tout ça doit être au service de ce qui est quand même essentiel. Je veux dire, imaginez qu'on s'offre, si j'ose dire, une grosse canicule qui est annoncée, hein, avec une grande sécheresse juste après le Covid. Vous voyez les dégâts. Et c'est pour ça que il me semble, et je sais qu'il nous semble, parce qu'on est très souvent d'accord avec Brice, mais encore plus là, je crois que vraiment la décarbonation, c'est quand même ce qui fait que, comment dirais-je, c'est la priorité. Il n'y a pas de doute, d'autant plus que l'autre priorité, qui est la biodiversité, eh bien, la conservation de la biodiversité, va évidemment de pair avec la diminution du CO2, puisque plus le climat se réchauffe, plus les espèces sont en danger. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour lancer le débat. Merci beaucoup Bettina. Je pense qu'on va laisser Brice rebondir. Il y a quelques sujets qui ont dû l'interpeller, notamment sur les énergies qui sont sa spécialité. Merci beaucoup et merci d'abord de votre invitation. Bonjour Bettina, oui, on est toujours d'accord, alors c'est même plus la peine que je parle. Par où commencer? Moi, ça me préoccupe toujours. Si j'avais voulu créer une catégorie d'écologistes, il me semble que ça manque un peu, ce seraient les écologistes de gouvernement, disons. C'est-à-dire que quand on est au gouvernement, avec les contraintes, avec la durée du mandat qui est assez brève, avec la méfiance, disons, pour ne pas dire plus, de tous les collègues au gouvernement, il faut évidemment savoir sur quel fil on va tirer pour que les choses viennent, pour que tout vienne si possible. Et ça m'a beaucoup frappé, comme Bettina et comme vous tous, cette extraordinaire envie de l'an zéro qu'on entend là maintenant hein, avec le Covid, avec l'idée qui me fait un peu peur que tout d'un coup, ce serait plus facile de changer quand la situation est très mauvaise, que la société est en détresse et que l'économie est à genoux, c'est plus facile de changer. C'est pas sûr, mais bon, admettons que ce le soit. Alors voilà, donc Bettina pense que c'est au contraire à ce moment-là qu'on peut tout changer. Il me semble en effet qu'il y a deux entrées majeures hein, sur ce que l'on peut faire tout de suite. Vous savez que les écologistes ne rêvent que d'une chose, c'est d'être ministre de l'Agriculture, ce qu'ils n'ont jamais été depuis le début. Donc, il y a tout ce qui touche à l'agriculture et à la protection de la nature, c'est souvent lié ensemble. Et sans doute que la première chose à faire, c'est de mettre en œuvre la non-artificialisation, hein, c'est-à-dire le fait qu'on conserve autant d'espace que possible pour la nature. Bon, alors on verra ça plus tard parce que là, on n'a pas vraiment le temps. Et en ce qui concerne l'autre entrée, c'est évidemment l'énergie. Et Bettina en a parlé. Donc, c'est la décarbonation. Vous savez qu'en Europe et en France même, la source d'énergie que nous consommons le plus, c'est le pétrole. C'est le pétrole essentiellement pour les transports. Hein. D'ailleurs, même à l'échelle européenne, ce sont les transports. Mais même en Europe, il y a beaucoup de charbon qui est brûlé, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut décarboner? Eh bien, il y a deux formes d'énergie qui, pour l'instant, sont les championnes de la décarbonation. Et ce sont celles-là sur laquelle il faut accélérer, qu'il faut promouvoir, qu'il faut protéger même quelquefois parce qu'elles sont critiquées par des lobbies. Il y a des gens qui ont intérêt à vendre du gaz naturel ou autre. Eh bien, c'est l'électricité d'une part et c'est la chaleur d'autre part. Vous savez que
En France, 50% à peu près de l'énergie, c'est de la chaleur. La chaleur pour se chauffer, la chaleur pour les process industriels, pour sécher, etc. Or, la chaleur, ça peut être produit de manière décarbonée. C'est vraiment très simple et ça a été très largement sous-estimé en France et négligé en France. Même des choses aussi simples que la chaleur solaire, hein, par exemple, le chauffe-eau solaire, etc. Dès que vous êtes au sud de la Méditerranée, vous en voyez partout. Au nord, en France, vous n'en voyez pas. Bon, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, d'erreurs, mais sinon la chaleur c'est partout, y compris dans l'environnement. Et nous avons maintenant cet instrument extraordinaire qui s'appelle la pompe à chaleur. Vous allez pomper de la chaleur à l'extérieur pour la mettre à l'intérieur. Alors on pourra en parler après, parce que c'est pas parfait, mais en même temps c'est une extraordinaire, c'est un outil extraordinaire qui se développe de plus en plus partout maintenant. Je vais revenir à l'électricité. Pourquoi est-ce que l'électricité, c'est vraiment formidable? C'est parce que ça peut être produit de façon décarbonée précisément. La électricité. La fée électricité. À un moment donné, je pensais que c'était la fée Carabosse parce qu'elle était un peu partout et on était vraiment obligé de s'y soumettre. Non, mais là, vraiment, c'est plutôt la fée Mélusine. Parce que quand même, avec les renouvelables, avec le nucléaire, alors on pourra parler après du nucléaire, il y a en France la possibilité de produire beaucoup d'électricité décarbonée. Mais pour l'instant, la consommation électrique en France, finale, hein, les usages de l'électricité chez vous ou ailleurs, c'est 25%, entre 20 et 25% de la consommation d'énergie française. Pour que nous puissions décarboner, il faut passer à 50%. Voilà. L'objectif, ce serait de passer à 50% de la consommation d'énergie en France sous forme d'électricité, l'autre moitié sous forme de chaleur décarbonée. Donc, ça veut dire un effort extrêmement important dès maintenant pour faire cela. Alors, vous savez que, par exemple, nous sommes tous à peu près d'accord pour passer à l'électricité pour les voitures, pour les automobiles. Eh bien, même les automobiles, quand vous achetez votre véhicule électrique, il y a quand même en ce moment une très grande inquiétude parce que est-ce que je vais tomber en panne sèche, si je puis dire sèche, électrique, si je ne peux pas recharger mon véhicule? Et c'est vrai que s'il y a un effort à faire, indépendamment du fait qu'il faut sans doute aider les constructeurs à vendre leurs voitures, ils ont maintenant fait un très gros effort, ils ont toute une gamme complète quasiment de véhicules électriques, mais ils n'arrivent pas beaucoup encore à les vendre, d'abord parce qu'il y a cette crise sanitaire terrible, cet effondrement des ventes automobiles, mais également tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va être capable de recharger sa voiture. Et donc là, le gouvernement… Et puis que c'est un peu plus cher. Un peu plus cher. Mais ça va descendre parce qu'il y a un effet de masse, évidemment. Et ce qui coûte cher dans les véhicules électriques, ce sont les batteries qui sont produites en Chine. Et donc là encore, la question de l'autonomie ou industrielle, le fait de ne pas dépendre de la Chine, ça nous oblige, ça oblige l'Europe à mettre en œuvre ces plans qu'elle a commencé à mettre en œuvre en principe de production de batteries en Europe et également de recharge, de recyclage de ces batteries. Vous savez qu'une batterie va durer 2 voitures. Il faut 2 générations de voitures. La même batterie, elle va toujours fonctionner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de trucs avec les batteries, y compris utiliser la batterie de sa voiture pour faire marcher le système électrique complet, c'est-à-dire soulager EDF au moment de la pointe et au contraire recharger sa voiture comme dans le temps les ballons d'eau chaude pendant les périodes creuses. Donc, si vous voulez, l'électricité, elle peut faire tout ça, surtout parce que, alors Bettina en parlait, parce que l'électricité est aussi le porteur de la numérisation, de la digitalisation de l'économie. Donc, vous avez une forme, un vecteur d'énergie qui vous permet de tout faire en même temps. Et donc, d'un côté, les véhicules, et vous savez, l'histoire des recharges, c'est important parce que quand vous allez partir, par exemple, vous êtes à Lille et vous allez partir à Strasbourg. Alors, vous avez repéré sur la carte tous les points de recharge, mais vous ne savez pas s'ils sont en panne. Ah, parce qu'il faut aussi que les points de recharge communiquent entre eux. Et il faut que le moyen de paiement soit le même. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est en espèces? Est-ce que c'est une carte de crédit bancaire? Est-ce que c'est un badge? On ne sait pas. Et si vous voulez, et même
il faut que la prise soit un peu pas la même partout. Et en ce moment, on assiste quand même à des choses qui sont un peu préoccupantes. Par exemple, un certain nombre de constructeurs automobiles allemands se sont groupés pour créer leurs propres points de recharge rapides sur les autoroutes qui ne sont pas ouvertes aux autres, ou alors si, mais en payant plus cher, etc. Il faut qu'on puisse réserver à l'avance sa borne, parce que si ça prend 30 minutes, bah, il faut quand même prévoir de s'arrêter, de prendre son café, tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est pas fait. Voilà, il faut que familiariser en quelque sorte les Français avec ce nouveau mode de transport qui n'est pas aussi commode quand même, il faut bien le dire, que l'essence. Et surtout qu'après la crise du Covid, eh bien, le coût de l'essence sera quand même très largement inférieur. Donc, on va avoir pendant 2-3 mois une situation un peu compliquée qui va nous rendre les choses un peu plus difficiles. Et puis le deuxième secteur, parce que je ne sais pas, si je ne veux pas prendre trop de temps, le deuxième secteur important d'électrification, ce sont les bâtiments. Et là, je vais m'adresser à Jennifer, puisqu'après tout, maintenant nous avons des législateurs là ici, c'est que la réglementation française et la réglementation européenne des bâtiments ignorent totalement le changement climatique. Il n'y a pas de réglementation du gaz carbonique, du CO2, des émissions de CO2 dans le bâtiment. Ça n'existe pas. Alors, à l'échelle européenne, l'Europe nous dit « Ah ben ça, chaque État fait ce qu'il veut. » Donc, si les États veulent rajouter le gaz carbonique… Le R20, là, ça va finir par être adopté quand même. Mais bien sûr, il y a déjà un décalage de 6 mois, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Oui. Alors, en principe, dans la future réglementation… Ah ben Bettina, c'est tout. Dans la future réglementation des bâtiments, oui, en principe, il est prévu peut-être qu'il y ait une réglementation sur le CO2, c'est-à-dire que l'on dise, voilà, le bâtiment ne devra pas émettre plus de tant de kilos de gaz carbonique par mètre carré et par an. Bon, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas fait, c'est pas sorti, et on ne sait pas non plus quelle est la part du chantier pour construire le bâtiment neuf, la part ensuite de l'exploitation du bâtiment pendant toute sa vie, etc. Mais bon, bref. C'est en route, mais il faut le faire. Et parce que si vous voulez, maintenant, vous avez plein de gens qui vont nous dire, oh là là, surtout pas, ça va coûter trop cher, ça va augmenter les coûts de la construction. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut quand même que l'on récupère de cette crise. Ne commencez pas à alourdir les règlements, etc. Donc voilà, on est dans une situation, c'est assez simple ce qu'il faut faire. C'est assez simple par où il faut commencer. Électrification et chaleur. Simplement, il faut le faire. Et une fois que nous aurons commencé tout cela, mon Dieu, on sera déjà beaucoup mieux pour voir tout le reste. Alors, je m'arrête là, je ne parle pas de la question sanitaire, je note simplement que quand même nous avions été prévenus par M. Bill Gates et même par M. George Bush et Obama, c'est-à-dire que George Bush Jr. avait lu un livre sur la grippe de 1918, la grippe espagnole de 1918, qui n'était pas espagnole. Et il avait été tellement impressionné qu'il avait immédiatement réuni ses collaborateurs en disant « mais l'Amérique n'est pas prête non plus », etc. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, ça a été complètement oublié. Mais c'est assez frappant de voir les petites alertes comme ça, y compris de personnalités quand même au pouvoir et qui malheureusement ensuite n'ont pas été relayées. Et je pense que nous, écologistes, devons battre notre coulpe parce que nous non plus, nous n'avons pas relayé ces alertes, alors que nous savions très bien que aller construire des routes, des chantiers dans les zones tropicales et dans les forêts qu'on aurait dû protéger, nous savions très bien que ça nous mettait en relation avec des virus comme Ebola et autres. Donc voilà, nous étions prévenus, nous n'avons pas fait assez, à mon avis, pour relayer ces alertes. Mais pour la petite histoire, Brice, pour la grande, je ne sais pas, Davos cette année avait pour la première fois mis le risque climatique, il y a toujours un rapport avant Davos qui classe les risques. Pour la première fois, le risque climatique avait été mis en premier des risques, qui est quand même une révolution quand vous savez à quel point Davos ignorait le risque climatique, même il y a 6-7 ans, hein, complètement. C'est donc très récent. Mais le risque sanitaire, il n'en parlait même pas, même pas. Alors, je crois qu'il y a un rapport de Davos sur le risque sanitaire et sur la pandémie. Pas cette année. Je ne sais si c'est cette année ou l'année dernière, mais on me l'a fait remarquer. Mais enfin bon, c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'on lit tous ces rapports? Parce que cette année, c'était déjà commencé. C'est ça qui est extraordinaire. C'était déjà commencé en Chine, en fait. Oui, il faudrait qu'on fasse
le retour exact de la manière dont les choses ont été communiquées, comprises, analysées, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, quoi. Donc, toi, tu commences par l'énergie, en fait. C'est ça. Tu commences par… alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, en particulier sur, évidemment, sur les transports, la voiture électrique, etc. Moi, j'ai été chargée d'environnement au cabinet de Pierre Bérégovoy, ce qui est quand même pas d'hier, juste après avoir eu l'honneur de travailler avec toi. Et il avait fait le premier plan de voiture électrique. Et c'est quand même assez vertigineux, si vous voulez, de penser à ça, parce que ça fait très exactement 28 ans. Et on en est encore à se poser exactement les mêmes problèmes que tu es en train de décrire, c'est-à-dire les bornes, le temps des bornes, etc., malgré quand même des programmes d'investissement tout à fait importants. Alors, ce qui est extraordinaire, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est dans l'écologie, moi je suis de plus en plus passionnée par la question de la temporalité. Parce que finalement, mettons que voilà, les premières alertes, allez, mettons dans les années voilà, 75 à peu près. Bon, on est devenu conscient du problème dans les années 90 et encore conscient, quelques élites, etc. Il n'y a pas 50 ans finalement de sensibilisation sur ces questions. Il y a juste 50 ans. La conférence de Rio, l'anniversaire, c'est en 2022, c'est 30 ans. Allez, mettons qu'il y ait 20 ans avant de début de travail, ça fait 50 ans. 50 ans, c'est strictement rien dans l'histoire. Mais en même temps, ces 50 ans sont cruciaux et plus on retarde les choses, moins elles sont effectivement maîtrisables. Donc, premier problème de temporalité. Deuxième problème de temporalité, c'est l'accélération du changement climatique. Je veux dire, sont sorties il y a encore 3 semaines des études qui montrent que pour la première fois, cette année, il y a des températures qu'on n'a jamais vues depuis qu'on mesure les températures et en fait avec les projections, etc. Depuis voilà, comment dirais-je, l'ère où nous sommes avant d'être dans l'Anthropocène. Bon. Donc, je veux dire, c'est quand même, et ce sont des températures que normalement les hommes ne peuvent pas supporter. Bon. Donc, vous avez une accélération extraordinaire. Or, et c'est pour ça que je parlais d'intelligence artificielle, etc., parce que je pense que ça peut aider à accélérer les choses, à accélérer les techniques, à accélérer les décisions, etc. Il faut vraiment un coup d'accélérateur extraordinaire. Mais toutes les techniques sont fondées sur la consommation d'énergie. Et toutes les techniques sont fondées sur, effectivement, comme Brice l'a expliqué, l'électricité. Donc, il faut absolument, pour ne pas être dépassé par les faits, c'est-à-dire le réchauffement climatique, l'accélération du réchauffement climatique, il faudrait accélérer autant les mesures de décarbonation. C'est pour ça que je pourrais presque dire le contraire de ce que j'ai dit au départ, parce qu'une crise sanitaire nous fait dire « Ah là là, mais laissez-nous d'abord nous occuper des choses essentielles pour surmonter cette crise dans les 2 ans à venir », alors qu'à chaque fois qu'on décélère sur toutes les mesures qu'on doit prendre pour combattre le réchauffement climatique, combattre la perte de biodiversité, etc., la sécheresse, etc., eh bien, à chaque ce temps est perdu, est absolument, comme dit la chanson, irrattrapable. Bon. Et donc, vous avez un choc de temporalité qui font que, pour répondre à la question qui nous était posée, par où commencer, le problème énorme, c'est qu'on a tellement tardé qu'il faut presque tout faire en même temps, bien qu'il faille quand même commencer par quelque chose. Et là où je suis d'accord avec Brice, c'est que il faut commencer par l'énergie, parce que de l'énergie découle énormément de choses. Mais il faut absolument mettre une force d'investissement, des montants d'investissement, des montants de changement de comportement, etc., dans la maîtrise de l'énergie absolument énorme et en peu de temps.
Oui, moi, si j'étais tout puissant, je créerais une forme de gouvernement mondial, enfin une forme en tous les cas de gouvernance mondiale sur les biens communs de la planète, puisque de toute manière, c'est quelque chose que l'on doit régler en coopération avec les 195 États de la planète. Et j'avais même pensé qu'il fallait commencer en intégrant dans chaque gouvernement, à côté du ministre des Affaires étrangères, un ministre de la planète. Voilà. Comme ça, au moins, on aurait 195 ministres de la planète qui discuteraient ensemble. Peut-être qu'ils avanceraient et qu'ils feraient trouver quelque chose. Mais disons, voilà. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile. Mais j'ajouterais quand même sur d'abord qu'il faut s'adapter autant que lutter contre essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation est absolument indispensable. On n'y arrivera pas si on ne fait pas un effort d'adaptation. Et d'ailleurs, la sécheresse, maintenant, les nouvelles études montrent que les sécheresses sont suivies de pluies torrentielles en général l'année d'après ou quelques temps après. Donc, on n'a pas une sécheresse ou une inondation, on a les deux ensemble. Et donc, les Oui, mais situations sont très différentes. mais on ne sait pas utiliser les pluies torrentielles Non, pas encore. pour faire des réserves, si j'ose dire. Non, on ne sait pas. Alors, c'est la question aussi des petits barrages ou des choses comme ça qui posent à chaque fois des problèmes, à la fois des problèmes politiques, des problèmes techniques. Donc, c'est comme le nucléaire. Je veux dire, après tout, excusez-moi d'y revenir encore, c'est une question toujours très sensible, l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Mais enfin, sans doute, nous autres écologistes avons fait une erreur en voulant attaquer en priorité le nucléaire, alors que pour l'instant, c'est pas le problème. Le problème, c'est le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Donc, il faut là aussi, sur la temporalité dont parlait Bettina, il faut qu'on adapte un petit peu notre stratégie, savoir par où on commence. C'est pas forcément par le nucléaire. Mais enfin, bon, voilà. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Alors, les écologistes en général sont défavorables au génie génétique. Alors bon, c'est une question extrêmement importante et jusqu'à présent, on s'oriente plutôt vers l'accord pour les médicaments et le désaccord pour la nourriture. Mais en même temps, il y a une question qui est très importante et on verra si on peut avancer là-dessus, c'est le stockage, c'est la capture du gaz carbonique par les plantes. Vous savez qu'il y a deux catégories de plantes. Il y a les plantes qui capturent certes du gaz carbonique, mais le réexpulse sous forme de respiration, on appelle ça la respiration, et puis vous avez des plantes au contraire qui ne respirent pas. Elles passent leur temps à capturer du gaz carbonique, on l'appelle des plantes en C4, et il y a des gens qui disent peut-être qu'on va pouvoir bricoler le génie génétique du riz, de je sais pas qui, des arbres, il n'y a qu'un arbre qui le fait, pour l'instant c'est le Polonia ou je ne sais quoi, et peut-être que si on faisait ça pour tous les arbres, on pourrait avoir une capture du CO2 bien meilleure, etc. Donc, il y a des tas de recherches, si vous voulez, de ce genre-là, plutôt Frankenstein ou pas, je ne sais pas, mais au fond, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas se désintéresser de toutes ces recherches pour voir s'il y en a une qui serait peut-être plus efficace et plus respectueuse de la vie et des écosystèmes. Je vois que Bettina est très tout que le respect de la vie, ça commence par là, et ben on est d'accord là-dessus. Mais en fait, ce que tu as dit est doublement important parce que à partir du moment où vous avez, alors je ne sais pas si c'est des instances de contrôle, des instances éthiques ou bien un mouvement général, c'est sans doute tout à la fois, qui tournent toutes ces recherches qui peuvent effectivement un peu faire parfois Frankenstein ou Docteur Falamour, vers le bien commun, je veux dire. Elles ne sont pas condamnables pour ça, à condition évidemment que tous les process d'essai soient respectés, etc. Je veux dire, d'autant plus que la nature Oui, elle-même fait des tris comme ça, je veux oui. dire, de cette manière, et fait naître des nouvelles espèces par hybridation et tout, là, il y a un formidable Oui. système d'adaptation dans la nature. Il y a une Et là combinaison, aussi, c'est ce que tu disais. Toi, tu parlais de l'intelligence artificielle, disons, de la voilà, digitalisation. exactement. Voilà. Eh bien, la combinaison des progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle donne naissance à ce genre de perspective, Voilà. à la fois inquiétante et à la fois peut-être libératrice, je ne sais. Voilà, et ça, c'est toujours le fameux problème. Est-ce qu'on fait confiance à l'humanité pour utiliser l'énergie nucléaire, qui est une énergie effectivement pour l'instant qui permet de pas trop dépenser de carbone,
Est-ce qu'on fait confiance à l'humanité pour pas s'amuser à utiliser l'énergie nucléaire pour faire des petites bombes? Quand je dis des petites bombes, c'est parce que je suis extrêmement ironique de nature et pleine d'humour. Mais en l'occurrence, il est évident que là aussi, hein, on peut trafiquer des choses absolument épouvantables avec l'intelligence artificielle. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente parce que je l'ai redit comme 12e proposition dans le rapport sur la grande transformation du comité 21, il faut un conseil de sécurité planétaire. Ce qu'il y a de dramatique en ce moment, alors vous savez, c'est une proposition qui a, je vais dire, depuis Kant, hein, depuis le traité de paix perpétuelle, il y a effectivement ce genre d'utopie. À un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on préparait la conférence de 92, on portait cette idée. Et puis, l'idée est tombée en désuétude parce que ce n'était pas possible, parce que la géopolitique et les équilibres mondiaux font que beaucoup de gens sont contre, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont reporté cette idée par la petite porte, si j'ose dire, c'est-à-dire en essayant de mettre à l'ordre du jour du Conseil de sécurité qui existe, donc les questions environnementales. Certaines questions environnementales, puisqu'on sait parfaitement que le réchauffement climatique est un facteur de déstabilisation, de migration, de guerre, etc. On le sait. Et donc, pourquoi pas, à chaque fois, on est retoqué par certains membres du Conseil de sécurité qui refusent complètement ça. Et je pense que dans les combats internationaux, c'est vraiment un combat international à porter de manière très... Et toi qui as une audience internationale importante, je pense qu'il faudrait reprendre le flambeau là-dessus. Il est quand même effarant que le Conseil de sécurité, pendant la crise qui est mondiale du Covid, n'en ait pas parlé pendant, mais je veux dire, une réunion par Zoom ou Meet ou je ne sais quoi d'une heure. Hein, je veux dire, il n'y a rien eu là-dessus. Et le secrétaire général des Nations Unies s'égosillait à dire il faut absolument, voilà, c'est une crise mondiale, il faut de la solidarité, etc. Mais pas le Conseil de sécurité, alors que la sécurité sanitaire, c'est quand même bien de la sécurité. Oui, et je ne sais qui, à qui tu faisais allusion, veut se retirer de l'OMS et autres. Donc, en ce moment, le multilatéral, évidemment, a du plomb dans l'aile, mais sans doute n'est-ce que temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les peuples diront, mais écoutez, Oui, c'est pas possible, il faut absolument oui, mais se on prend du retard. coordonner. Oui, On prend du retard. oui, on prend du retard. Non, mais je pense que quand même, je suis frappé aussi, tu l'as dit au début, que cette prise de conscience de général de la jeunesse, de la génération de Mme Thunberg, etc., qui quand même est extrêmement résiliente, qui veut absolument que les choses se fassent. Bon, je pense que c'est quand même un facteur d'espoir. Et voilà, Jennifer, il faut répondre évidemment à toute cette attente. Et c'est pour ça que la question de par où commencer est très importante. Moi, je cite souvent Trotsky, ça fait rigoler. Trotsky disait la vapeur, mais c'est très important. Toute cette vapeur, c'est toute cette énergie formidable, la vapeur. Mais s'il n'y a pas un cylindre et un piston pour mettre la vapeur dedans, ça ne sert à rien. Et donc, la question du cylindre et du piston pour canaliser cette vapeur, pour qu'elle puisse donner des choses efficaces, et ça, c'est vraiment une question politique par excellence, quoi, hein. Peut-être que, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont peut-être courageusement participants, là. Peut-être qu'ils ont des Oui, questions. on essaye effectivement. Vous m'entendez? Oui. Oui, on essaye effectivement de lancer quelque chose à l'Assemblée nationale, en tout cas, de faire un petit peu. Mais bon, on va pas en parler ce soir. On a des propositions. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été dites avec la plateforme du jour d'après. Aujourd'hui et hier, il y a eu pas mal de débats puisqu'on est dans une semaine de contrôle à l'Assemblée. Il y a plusieurs débats qui ont été lancés sur les questions de transition écologique et solidaire. Il y a des choses qui bougent et j'espère que toute cette émulation va faire avancer les choses dans le bon sens de manière, voilà, il faut créer des partenariats pour tout ça. Ça n'appartient à personne, l'écologie. Il faut travailler tous ensemble sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est encore plus capital que jamais parce qu'on le sait que cette crise sanitaire, des gens font déjà le lien avec les changements climatiques, avec les zoonoses, et d'autres en tout cas disent qu'il y aura d'autres
forte crise sanitaire liée aussi aux crises climatiques. Et qu'on est parti malheureusement, si on continue tel qu'on est, sur un enchaînement de crises à venir. Là, on a la crise économique qui se profile suite à la crise sanitaire. Il ne faut pas que cette crise économique, là je l'ai beaucoup entendu ce soir, elle soit effectivement une excuse pour refuser l'avancée écologique. Au contraire, il faut profiter de la situation pour être encore plus moteur et plus avancé sur le sujet. Voilà, moi je pense qu'on peut réindustrialiser, pardon, en misant sur l'écologie. Nous, on est dans les Hauts-de-France et dans les Hauts-de-France, on a ce beau projet qui s'appelle Rêve 3 et qui mise justement la réindustrialisation sur l'écologie, sur les transitions. Alors, bon, j'avais un peu de mal, un peu de remords à essayer de vous arrêter parce que vous étiez partis, que c'était extrêmement intéressant, mais on a quand même un petit temps pour des questions, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Alors, la première question qu'on avait reçue de Monsieur Le Saunier, c'était par rapport au rapport mixte paritaire sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Il manque un peu d'ambition et encore une fois, l'économie ne rime pas avec écologie, et encore moins avec solidarité. Donc, votre vision peut-être pour mixer les trois. Je vais prendre une autre question qui concerne les objectifs de développement durable qui me sont chers. Il y a beaucoup de solutions, mais ne serait-il pas utile justement de les confronter aux objectifs de développement durable? Et après, nous aurons plusieurs questions sur la voiture électrique, mais du coup, je les passerai peut-être après. Je vais déjà vous laisser répondre à ces deux belles questions. Là, c'est Brice qui commence. Hein. Il est. Bon, pardon. Voilà. Je crois que elle est suffisamment efficace pour que le MEDEF ait considéré qu'il fallait en retarder l'application. Donc, si vous voulez, au moins, ça commence à mordre quand même sur la réalité. Donc, ce qui est toujours la même histoire, l'économie circulaire, il faut commencer par quelque chose. Elle multiplie comment on appelle ça, les sociétés écologiques, ou je ne sais plus comment, comme éco-emballage. Alors, je me tourne vers Bettina parce que nous avions commencé, nous, à créer précisément ces premiers éco-organismes avec éco-emballage qui est devenu Citeo, et la loi sur l'économie circulaire multiplie, peut-être qu'il y en a trop d'ailleurs, multiplie les éco-organismes, donc c'est quand même une bonne chose. Ça oblige les industriels à se préoccuper dès le début, dès l'éco-conception, des produits qu'ils vont mettre sur le marché, de savoir ce qui se passe après usage. Donc pour moi, c'est déjà un bon point de commencer. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, sans doute que non. C'est sans doute est-ce insuffisant, mais regardez comme la crise de la Covid, l'Académie nous dit que c'est du féminin Covid. Alors je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils considèrent que forcément c'est pas bien, donc c'est féminin. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre que de la part de l'Académie, ça me paraît très curieux. En tous les cas, la crise du Covid, elle a manifestement mis un terme momentané, elle a mis sur le mode pause la question des plastiques, puisque l'usage unique pour lutter contre la contamination nous oblige à jeter tout ce qu'on peut tout de suite. Donc, si vous voulez, là, il y a une vraie difficulté. Mais dans l'ensemble, non, c'est plutôt bien. Alors, pour les objectifs de développement durable, qui est l'espèce d'idéal, c'est quand même formidable de penser qu'on a réussi, avant que M. Trump n'arrive, on a réussi à se mettre d'accord, tous les États du monde, sur un espèce de programme idéal auquel on voudrait que chacun se réfère. Eh bien, évidemment, la politique française se réfère aussi ou doit se référer à cet idéal des objectifs de développement durable. Le comité 21, alors je lui laisse la parole parce qu'il est très actif sur les objectifs de développement durable. Alors, sur la question sur l'économie circulaire, un compromis, c'est pas devant une députée que je vais dire ça, un compromis en commission mixte paritaire est toujours un compromis. Il faut quand même avoir en tête le début de la discussion sur la loi économie circulaire au Sénat, où Brune Poirson s'est fait étriller par rapport à son texte parce que les sénateurs carrément n'en voulaient pas, je veux dire. Donc les choses ont quand même été un peu rattrapées et je suis assez d'accord avec Brice. Alors ça me fait penser vous voyez, j'ai parlé de la temporalité.
il y a un autre sujet en ce moment qui me taraude, c'est la radicalité. C'est-à-dire que il y a des mouvements qui sont extrêmement radicaux sur l'écologie et on peut parfaitement les comprendre parce qu'il va falloir que pour s'en sortir dans ce siècle, qu'on ait une forme de radicalité. C'est-à-dire que les compromis qu'on est tous obligés de faire à cause de ces fameux 3 piliers du développement durable, soient de plus en plus en faveur de l'écologie, alors qu'ils étaient avant de plus en faveur de l'économie. Et là, c'est bien qu'il y ait, je dirais, des vigies de la radicalité, parce que on est absolument obligé d'accentuer les mesures de sauvegarde environnementale. Bon. Mais en même temps, il ne faut pas, et on l'a bien vu, et moi je suis une partisane absolument fervente de la taxation carbone, mais on a bien vu ce que pouvait susciter, même s'ils étaient un peu manipulés, un certain nombre de mesures. Voilà. Donc, tout ça est toujours un équilibre très difficile et effectivement, il faut avoir été ministre comme Brice ou avoir été aux affaires publiques pour savoir comment tout ça est difficile. Sur les objectifs de développement durable, moi je pense, et je suis là d'accord avec Jennifer, on en a souvent parlé ensemble, qu'il faut aller plus loin en France là-dessus. Que c'est un programme, et là je suis tout à fait d'accord avec Brice, on a une chance, on regrettait tout à l'heure de ne pas avoir un conseil de sécurité planétaire, eh bien au moins on a un programme mondial. Et ça c'est extraordinaire, parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un programme pour les pays pauvres. Maintenant, on a un programme mondial. Et il y a des pays qui vont très loin. Il y a des pays qui s'appuient sur les différentes classifications de ce programme mondial pour réformer leur budget, pour réformer la manière dont sont évalués leurs comptes publics, etc. Et si vous combinez les objectifs de développement durable avec la transformation de la comptabilité publique et les nouveaux indicateurs de richesse, qui sont des travaux universitaires brillants, mais qui sont jamais employés dans la mesure de la réalité. Moi, je dis toujours en rigolant que je rêve d'un G20 où il y a un président qui dit oui, mais telle mesure va ruiner notre PIB, et que les autres présidents disent ah mais attendez, on ne calcule plus du tout comme ça. On calcule avec l'IDH, l'indice de développement humain, ou bien autre chose. Bon. Et donc ça, si vous voulez, il faut absolument que ce genre de révolution arrive au sommet des États. La mesure doit être une mesure différente que la mesure de la pure économie. Et ça, les objectifs de développement durable, c'est vraiment des instruments pour ça. Et il faut les populariser. C'est effectivement pour ça, et merci Brice de l'avoir dit, que le comité 21 fait un tour de France des objectifs de développement durable pour essayer de faire en sorte que les territoires se les approprient. Et à cet égard, j'ai été extrêmement content d'entendre la CFDT et quelques autres reprendre une expression que personnellement j'avais lancée il y a très longtemps, qui s'appelle le pouvoir de vivre, et qui est un complément du pouvoir d'achat, ou quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que ça renvoie exactement à l'IDH, ça renvoie à l'idée de la capacité d'Amartya Sen, c'est-à-dire il n'y a pas que le pouvoir d'achat, il est très important bien sûr, mais il y a aussi l'endroit où l'on vit, ce que l'on peut faire par soi-même, les aménités du voisinage, la fertilité de la nature, mille choses tellement importantes qui rendent la vie possible et agréable. Et donc, c'était pas ne pas être unidimensionnel, comme aurait dit Marcuse, uniquement la question monétaire. Voilà. Merci. On travaille activement justement sur la question des indicateurs en phase avec les objectifs de développement durable avec mon équipe et on espère bien avoir une belle PPL dès qu'on pourra en inscrire une à l'ordre du jour avec le nouveau groupe. Alors, encore quelques petites questions sur la mobilité. La voiture électrique, certes, mais si vraiment l'alimentation est renouvelable et non nucléaire, bon, c'est toujours le sujet du nucléaire. Il y a la question des composants, métaux rares, solutions. C'est vrai qu'on entend souvent dire
ah oui, c'est bien beau, mais pour les batteries, il faut des métaux rares. Et finalement, est-ce que la voiture électrique, c'est pas plus polluant d'une certaine manière que les autres? Faut-il donc développer la recherche, mettre en œuvre des technologies nouvelles? Et certains suggèrent la piste de l'hydrogène comme une autre possibilité pour les mobilités. Je vais répondre vite là parce que autrement. Alors d'abord sur le nucléaire, on n'est pas d'accord. Point. Je crois personnellement que ceux qui sont vraiment contre le nucléaire ne s'intéressent pas suffisamment à essayer de l'améliorer. Moi, je pense qu'on peut l'améliorer. Et notamment, je suis favorable à une technique qui réduirait d'un facteur 1000, donc c'est pas rien, la durée de la radiotoxicité des déchets. Les déchets, c'est le principal talon d'Achille du nucléaire. Si on arrive à réduire de manière aussi importante 1000 fois la durée de vie des déchets, on aura fait un grand pas en avant. Donc on verra après si on peut remplacer le nucléaire avec des renouvelables et autres. Essayons de voir. Mais vous savez, les renouvelables, ça prend beaucoup de place et ça ne produit pas énormément. Donc c'est pour ça. Alors il faudrait alors que les Français acceptent de réduire leur consommation de manière vraiment considérable. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. La consommation des Français a été à peu près étale. Elle ne monte pas. Hein. Elle est à peu près étale depuis plusieurs années. Sur les véhicules électriques, non. Toutes les études sur la totalité du cycle des véhicules sont en faveur du véhicule électrique, mais c'est vrai, en effet, pour l'instant, les batteries lithium-ion, il faut du lithium, il y en a pas mal, hein, ça va, il y en a plus qu'on ne croit, mais on a un problème avec le cobalt, par exemple, qu'on peut remplacer par le nickel. Donc oui, la recherche, il faut travailler pour la recherche, et de toute manière, dans les villes, les voitures, mais en revanche, les deux roues électriques, il faut aussi des batteries, hein, et il faut récupérer les batteries des deux roues électriques, etc. Donc, l'électrification, si vous voulez, et des modes de transport, les modes de transport doux urbains, c'est aussi de l'électricité, c'est aussi des batteries. Et mon Dieu, c'est le boulot de nos ingénieurs et de nos concitoyens de pousser les ingénieurs à faire mieux. Ah, l'hydrogène, non. L'hydrogène, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. L'électricité, il faut la produire. L'hydrogène, il faut le produire. Pour l'instant, l'hydrogène est produit avec le gaz naturel, ce qui fait que vous cassez le gaz naturel, si je puis dire, vous récupérez l'hydrogène et tout le CO2 s'en va dans l'atmosphère. Donc ça ne va pas. Donc la meilleure manière de produire de l'hydrogène à terme, mais aussi vite que possible, ce sera d'électrolyser l'eau. Donc l'eau deviendra le carburant en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'un certain nombre d'utopistes pensaient il y a quelque temps. On récupérera l'hydrogène de l'eau et on aura de l'oxygène à la sortie. Et lorsqu'on brûlera cet hydrogène dans les voitures ou dans les camions plus tard, on aura de l'eau qui en sortira. Mais pour l'instant, non, c'est l'électricité. Tous les rapports le montrent. En revanche, l'hydrogène, ça peut servir pour les locomotives, ça peut servir pour les gros camions, parce que là, les batteries seraient trop grandes pour des camions électriques, et peut-être pour les avions. À ce moment-là, on aurait peut-être des avions propres. Alors, travaillons sur l'hydrogène, mais ne rêvons pas. Pour l'instant, c'est la voiture électrique, c'est pas la voiture à hydrogène. Moi, Brice est beaucoup plus compétent que moi sur tout ça, donc j'ai rien à dire. La seule chose que je voudrais dire, c'est que il a dit quelque chose de très juste, c'est que tout ce qui est énergie renouvelable prenait de l'espace, mais qu'il y a quand même des moyens, en particulier sur le solaire, d'en faire dans des endroits qui ne consomment pas trop d'espace, les toits, etc., etc. Et ce mouvement-là, il ne fait que commencer, en fait. Hein. Quand vous voyez évidemment quand vous voyez des chantiers d'hectares qui pourraient après tout être semés de forêts, etc., avec des panneaux solaires, moi je comprends très bien que le milieu agricole ne soit pas d'accord. Bon. En revanche, j'avoue que ce que je ne comprends pas, et ça c'est un des débats que j'ai de temps en temps, puisque c'est mon député avec Dominique Bussereau, je ne comprends absolument pas que
cette espèce de révolte contre les éoliennes, qui a été d'ailleurs récemment suivie, enfin pas suivie, mais enfin, il y a une étude qui a été demandée, etc. Alors évidemment, quand vous les mettez dans des paysages qu'on appelle remarquables, le problème, c'est que quand il y a du vent, c'est souvent remarquable. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais franchement, je ne vois pas en quoi, une rangée d'éoliennes, c'est plus laid que des silos à blé, dans les champs ou que, une succession de centrales nucléaires dans la vallée du Rhône. Vous voyez, ça, j'arrive esthétiquement, je n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, je suis, vraiment, pour la multiplication des éoliennes et en particulier les éoliennes en mer. Ouais, effectivement, la question des éoliennes est très sensible, en particulier dans les Hauts-de-France, avec les positions du président de région. C'est peut-être un des points sur lesquels je suis un petit peu, voilà, c'est un peu en difficulté par rapport à lui. Nous, en plus, dans les Flandres, on a une tradition de moulins qui est énorme. Donc, je veux dire, les éoliennes, elles auraient totalement du sens. On n'en a pas du tout. Et je pense qu'on peut avoir des choses aussi au niveau esthétique qui peuvent être très bien. J'ai eu l'occasion avec la mission d'information sur les freins à la transition énergétique d'aller à Copenhague, où l'éolien fait partie des solutions qui ont été adoptées quand nous, on a choisi le nucléaire dans les années 70 après le choc pétrolier. Et pour eux, c'est totalement intégré dans le paysage. Enfin, je veux dire, les gens, Alors, on a rencontré des simples citoyens qui investissent leurs économies dans l'achat d'une éolienne pour en retirer des profits. alors Jennifer, je vais t'interrompre Oui. parce que, j'ai lu en entier, je ne les lis pas tous, ça je vous rassure. À cause du rapport du comité 21 sur la grande transformation, j'ai lu le rapport sur les freins à la transition écologique fait par l'Assemblée. C'est pas pour te flatter parce que tu étais dans l'étude, mais tu fais pas partie des premiers signataires, donc c'est pas, je crois d'ailleurs, euh, c'est un rapport absolument remarquable. Ça fait partie. Si c'était édité avec un tout petit peu de communication dans un livre, mais en librairie, je peux vous dire que ça ferait un tabac. Tout est dit. C'est remarquable. Quand on a lu ça, on a tout compris. Et ça fait partie de ces travaux de l'Assemblée qui mériteraient des éditions autres pour les populariser. J'ai pas d'action à l'Assemblée, je ne veux pas me présenter. Non, effectivement, c'était un travail remarquable. On avait vraiment une bonne équipe et on a fait un super boulot mené notamment par Bruno Duverger, qui est quelqu'un de très bien que j'admire beaucoup. Mais effectivement, il y a plein de rapports comme ça. Il y en a des plus ou moins intéressants qui paraissent à l'Assemblée et celui-là l'était vraiment. Mais on ne met pas suffisamment en valeur tout le travail en dehors de l'hémicycle et un peu du côté théâtral. Les médias ne mettent pas suffisamment en valeur le travail de fond qui est fait à l'Assemblée. On a encore quelques questions qui sont arrêtées. Malheureusement, après, je vais devoir interrompre parce que c'est vrai qu'on a un petit peu débordé. On avait une question sur les... je vais peut-être y répondre en partie d'ailleurs, vous m'excuserez de vous prendre un peu la parole, mais on avait une question sur le fait de devoir sensibiliser dans les écoles pour les générations futures. Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer une vraie matière développement durable et écologie, au moins au collège et au lycée? Qu'en pensons-nous? Créer bien sûr des modules complets diffusés par l'éducation nationale pour la primaire et qui soient introduits de manière obligatoire dans les programmes. Alors, moi, je vais répondre personnellement, j'en suis persuadée. J'ai même déposé plusieurs amendements dans ce sens dans la loi École de la confiance. Bon, ils n'ont pas été acceptés malheureusement, mais on continue à travailler là-dessus. Le groupe que nous avons créé ce matin à l'Assemblée, ce 9e groupe, on est dedans 3 au moins à travailler sur le sujet. On a Cédric Villani, on a Delphine Bateau et on a moi-même. Il y a une première proposition de loi qui avait été travaillée par Cédric et Delphine sur plutôt l'enseignement supérieur. Et moi, je me suis un peu rajoutée là-dedans en disant qu'il fallait qu'on inclue justement l'enseignement secondaire et le primaire. Moi, je suis une ancienne enseignante de collège, donc je pense naturellement plutôt à ces niveaux-là, comme il est naturel que Cédric pense plutôt à l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, nous, on va porter quelque chose là-dessus, c'est évident.
Alors, Alors après, il y a là-dessus, alors c'est la proposition numéro 1 de notre fameux rapport, enfin, fameux pour nous, rapport Grande Transformation, donc je suis entièrement d'accord. Et deuxièmement, sur l'enseignement, en tout cas supérieur, il y a la commission qui est présidée par Jean Jouzel, qui est en train de terminer son rapport, où il y aura, je crois, vraiment des injonctions extrêmement importantes. Mais alors, sur le primaire, il y a plus de choses de fait, curieusement, que dans le secondaire. Mais le secondaire, il y a des lacunes épouvantables. beaucoup Les, reposent les- sur la volonté en fait des enseignants et la formation n'est peut-être pas non plus, Mm, leur formation n'est peut-être bien pas à sûr. la hauteur. Mm. Désolée Brice. Non, non, c'était simplement pour dire qu'un rapport récent de Stiglitz, Nick Stern et tous ces gens qui sont des économistes un peu critiques et tout à fait en faveur d'une lutte contre le changement climatique ont rendu donc un rapport récemment en expliquant là aussi par où commencer. Et la formation et l'éducation arrivent en second, juste après l'énergie et les infrastructures. Et notamment parce que quand on va forcer l'allure dans la transition, il y a des industries du passé qui vont fermer ou qui ne dureront pas. Et à ce moment-là, il y a un effort très important de formation pour les nouveaux métiers. Donc, c'est une question qui n'est pas simplement pour les enfants. Bien, Absolument. donc je vais poursuivre avec les autres questions. Je vais en prendre plusieurs parce que on a déjà dépassé le temps. Les permis de construire de grandes surfaces ne devraient être accordés qu'avec des panneaux solaires sur les toitures, des panneaux électriques ou de l'eau chaude solaire. Que pensez-vous de cette proposition au-delà de quelle surface d'ailleurs, en mètres carrés. Ne doit-on pas en priorité s'interroger sur la pollution de l'air par les industries? J'ai l'impression qu'on se focalise sur les véhicules électriques. L'absence de véhicules dans Paris pendant le confinement n'a pas apparemment permis de faire baisser sensiblement le niveau de pollution de l'air. Et une question pour rebondir peut-être sur ce que Bettina avait dit au départ, intelligence artificielle, énergie numérique, le monde de demain sera visiblement technologique, mais quelle réponse politique donner à la problématique exposée dans le débat ce soir? Alors, je ne sais pas qui commence. Brice, tu veux répondre sur le… Évidemment que la pollution a chuté de manière extrêmement importante. Oui. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a tendance, c'est un réflexe hérité du passé, à mettre en cause la pollution de l'industrie. En France, ce sont les transports et les bâtiments, tout simplement parce que notre industrie est partie en Chine, peut-être largement d'ailleurs, et donc on serait très content de la rapatrier. Et quand tout à l'heure on parlait des éoliennes et du solaire, malheureusement, une grande partie de ces équipements est fabriquée en Chine. Donc ce serait bien aussi de rapatrier tout ça en Europe en tous les cas. Donc, non, la pollution a beaucoup baissé. Ce qui reste, c'est qu'il y a aussi une pollution agricole, c'est qu'il y a une partie qui vient aussi de l'Allemagne, quelquefois, quand le vent arrive de l'Est et que là-bas, vous savez, ils produisent de l'électricité avec du charbon, ce que nous ne faisons pas, heureusement. Et il y a aussi les chantiers, les marteaux-piqueurs, mais ils se sont arrêtés. Donc, il y a aussi les cheminées à bois. Enfin, bon, il y a mille raisons, mais dans l'ensemble, non, la pollution s'est considérablement ralentie. Elle est tombée, quoi, hein. Ça a frappé absolument tout le monde. Je ne me souviens plus quelles étaient les autres. Ah oui, alors les grandes surfaces et autres. S'il y a cette réglementation nouvelle des bâtiments, elle va tenir compte de l'impact des énergies renouvelables dans la maison, dans l'architecture. Donc évidemment, le solaire thermique ou le solaire électrique, tout ça, ça va compter. Et vous savez, déjà aujourd'hui, les grandes surfaces font de l'argent, si je puis dire, en louant leur toit pour des producteurs d'électricité photovoltaïque. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que les industries, quand on mesure la réduction de la pollution de l'air sur 20 ans, ce sont les industriels qui ont fait le plus d'efforts, qui ont été le plus contraints par des normes, en particulier d'ailleurs des normes venant de l'Europe, hein, auxquelles de temps en temps la France contre lesquels la France résistait d'ailleurs. Mais en tout cas, cet effort-là, alors il y a toujours des progrès à faire, évidemment, mais ce secteur-là, la pollution en France, c'est ce qu'a dit
Brice au départ, enfin les émissions d'une part et la pollution de l'autre, viennent des transports avant tout. C'est ce secteur-là qui doit complètement être aujourd'hui regardé. Et d'ailleurs, il faut faire attention en ce moment parce que vous avez un réflexe de précaution de beaucoup de gens qui consiste à reprendre leur voiture pour ne pas être dans les transports en commun, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, mais ce qui, du coup, peut avoir des conséquences sur la pollution de l'air. Alors, si on est à la fin, c'est Brice qui doit conclure, c'est lui le politique et qui doit répondre à la politique. J'ai pas du tout voulu dire que intelligence artificielle, technique, etc., c'était les fondements éthiques et écologiques du monde de demain. Ce que j'ai dit, c'est que ces techniques nous avaient permis de continuer une activité pendant une crise totalement inédite et extrêmement importante. Et que d'autre part, si on faisait cet effort extraordinaire et très inédit lui aussi par rapport à la marche générale de l'humanité, c'est-à-dire de consacrer le génie de l'homme, qui est un génie d'invention technique et scientifique, au bien commun, eh bien, on n'aurait pas, en clair, de collapsologie. Voilà, pour être clair. Ça me paraît tout à fait important. Maintenant, le projet politique qui consiste à, on le voit bien d'ailleurs en ce moment, hein, qui finalement, pour moi, qui serait le projet politique de la transformation. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, j'ai d'ailleurs, je vais faire ma publicité, fait un festival là-dessus qui s'appelle le Festival des Nouvelles Explorations. Je trouve qu'on en est exactement au même moment qu'au moment des grandes découvertes des continents, etc. Les explorateurs y partaient et puis ils croyaient découvrir les Indes et ils découvraient le continent américain. Nous, on est exactement au même moment, c'est-à-dire qu'on est dans un basculement sociétal, politique bien sûr, philosophique aussi, absolument extraordinaire, mais absolument extraordinaire. Et on ne sait pas, en fait, je veux dire, qu'est-ce qui s'affronte en ce moment? Les gens qui disent le progrès vaincra et les autres, de plus en plus nombreux, qui annoncent la fin de la civilisation. Évidemment, ça va être ni l'un ni l'autre, parce que le génie humain a toujours inventé quelque chose d'autre. Bon. Et là, franchement, on ne sait pas. Et ce qu'il faut, c'est construire un projet politique qui a une part énorme d'écologie, ce que certains essayent de faire depuis longtemps, mais qui aussi a une espèce de puissance intellectuelle et spirituelle qui entraîne l'ensemble de l'humanité vers quelque chose qui est un progrès. Mais le problème, c'est que le mot progrès, il a été, je dirais, kidnappé par les technicistes. Et donc ça, il doit y avoir autre chose. C'est un progrès, mais c'est un autre progrès. Et ça reste à inventer. On comprend que les politiques sont un peu en situation d'aporie, parce que je ne suis pas sûre qu'on leur ait appris à faire ça. Alors, je me souviens de nos années de jeunesse, si je puis dire, à la Sorbonne et autres, et on a été frappé à l'époque des prédictions catastrophiques de Karl Marx et autres sur la paupérisation et autres, alors que le syndicalisme est précisément ce qui a résisté et transformé cette prédiction apocalyptique en, disons, connivence ou de temps en temps vie en commun, conflit permanent, etc. Mais en tous les cas, ça a stoppé la paupérisation. De la même manière, le mouvement écolo ou le sentiment écologiste, le sentiment de l'urgence, la mobilisation de tous va sans doute aussi empêcher l'effondrement. Et quand même, avant ce Covid, moi j'ai été frappé par la lecture de M. Harari. M. Harari, ce chercheur israélien, qui nous dit dans ses livres, mais jamais au cours de l'histoire, on a connu une telle période de paix, une telle période sans guerre, une telle période sans maladie grave.
Alors, c'était juste avant le Covid, bien sûr, mais tout de même, c'est vrai. Et lui, dans sa tête, la marche vers la mondialisation avec une gouvernance mondiale, pour lui, est irrésistible. Il dit, bah, écoutez, tout ce que nous voyons dans l'histoire, c'est une espèce de grande marche vers ça. Alors évidemment, il y a des gens qui vont résister, il y a des réactions, il y a des gens qui veulent rester communautaires, il y a des Il y a aussi sanglantes. il y a un problème qui empêche les gens, qui empêche que les gens voient cette marche positive, comme tu dis, c'est les inégalités. C'est le creusement des inégalités. Et ça, c'est vraiment un des sujets fondamentaux auxquels il faut vraiment s'attaquer. Je t'ai interrompu, pardon. Non, non, Jennifer, c'est à vous de terminer en réalité. Donc, moi, je suis optimiste. J'aime les luttes, j'aime le combat, j'aime la politique. Après tout, elle est là pour régler les problèmes sans qu'on se tape dessus quand même. C'est ça l'idée. Et c'est sûr que aujourd'hui, je suis frappé par l'extraordinaire foisonnement d'initiatives formidables, remarquables. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ça ne monte pas en haut, quoi. Ça reste, ça fourmille de tous les côtés. C'est absolument passionnant avec les nouvelles techniques, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas anti-technologie. Moi, je pense que la technique, c'est de la nature. Hein. Chaque fois qu'on crée une technique nouvelle, on modifie. C'est comme si on créait une nature nouvelle. Donc tout ça, c'est absolument passionnant. Alors le tout, c'est que ce soit toujours avec des gens un peu sages, sensés, avec de l'inclusion, avec de l'égalité autant que possible, ou en tout cas de l'équité encore plus. C'est avec ça qu'on va avancer. Ça n'a pas changé depuis Platon, hein, donc on a quand même heureusement un certain nombre de traits qui n'ont pas beaucoup bougé dans l'humanité, et avec les meilleurs et les pires, mais essayons de faire fructifier toujours les meilleurs. Là où je suis d'accord en vraiment une demi-seconde, c'est que c'était quand même pas évident que 3 jours, même 2 jours après le confinement, qui était quand même un truc qui nous est tombé sur la tête à tous, vous ayez tous ces groupes partout, à l'Assemblée, des ONG, des particuliers qui créent des groupes le monde d'après. C'était pas évident. Et ça, moi, Brice dit j'aime la politique, etc. Moi, j'ai envie de dire j'aime la création. Oh bah ça tombe bien, moi j'aime bien, j'aime les deux. Mais je pense qu'en fait, on était tous prêts, on avait tous en nous cette certitude qu'on allait arriver à un point de bascule. En fait, on ne savait pas quelle forme ça allait prendre. On avait déjà vécu la crise des Gilets jaunes, tu l'as évoqué, Bettina, et on savait qu'il allait se passer quelque chose, on ne savait pas quelle forme. Je pense qu'on s'attendait probablement plus à une crise sociale de nouveau par rapport à la réforme des retraites. Et qu'au final, c'est la crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Comme ça a été évoqué au début, d'ailleurs, on a été surpris et en même temps, il y avait déjà eu des annonces avant. Moi, je suis à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y a eu un très bon rapport qui a été fait en 2016 où on prévoyait qu'il y aurait des graves crises sanitaires qui allaient se multiplier, des épidémies, et où l'auteur du rapport, qui est une parlementaire de la principauté d'Andorre, appelait de ses voeux la création d'une instance européenne de réaction aux crises sanitaires. Si elle avait été écoutée, je pense qu'on l'aurait moins regretté aujourd'hui. Enfin voilà, en tout cas, il y a de la réflexion en ce moment. On a des débats d'idées, ce qui est pas mal à l'Assemblée quand même, parce que bon, moi j'en ai un peu manqué cruellement ces dernières années, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et en tout cas, je pense qu'on peut faire de l'émulation tous ensemble avec les ONG, avec les syndicats. On a reçu Laurent Berger justement sur le pacte de pouvoir de vivre. Je pense on n'est pas en concurrence sur les idées. Il faut qu'on se dise que les idées, on les porte ensemble et que parfois, on se met des petits électrochocs les uns les autres, mais que tout ça, c'est positif et que c'est pour avancer dans le bon sens. Il ne faut pas avoir des guerres de conflits ou de chapelles ou quoi que ce soit. Moi, je crois en partenariat. Parfois, les partenariats, il faut les provoquer de manière un petit peu musclée, mais quand les gens ont compris que finalement ça réagit dans le bon sens, c'est positif. Alors, on avait une dernière question sur la sensibilisation des élus par les modules de formation. Je sais que Bettina, au comité 21, vous sensibilisez les élus, vous avez des choses. On avait parlé d'ailleurs, avant tout ça, avant la crise, d'organiser une journée pour les nouveaux élus des municipales dans ma circonscription. Bon, on ne sait toujours pas, ce n'est pas tout à fait réglé encore le second tour des municipales. A priori, on part pour fin juin. En tout cas, moi, je garde ça en tête et je ferai. Avec plaisir. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de journées de soutien aux élus et de sensibilisation.
On est d'ailleurs en train de travailler avec l'AMF là-dessus et avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On est obligé malheureusement de s'arrêter, même si je sais qu'on pourrait vous écouter pendant des heures et que vous auriez des choses à nous dire. Merci vraiment d'avoir été là et puis de nous avoir donné des pistes pour le monde d'après. Je vais faire aussi un petit peu ma pub du coup pour le prochain événement. De la prochaine visioconférence qui concernera l'agriculture. Il y a eu des choses un petit peu que j'ai vu circuler sur l'agriculture et c'est comme ça, je les écarte un petit peu quand je sais qu'on va avoir une visioconférence consacrée au sujet. Donc la prochaine, ça sera le jeudi 28 mai à 18h, repenser l'agriculture pour mieux préserver nos ressources. Donc avec deux jeunes qui sont pleins d'entrain aussi et qui sont très optimistes pour l'avenir. Paul Ovine, entrepreneur pour la transition écologique et solidaire, et Louis Gaverio, président fondateur d'Arbraculture. Donc on parlera de l'agriculture, comment nourrir cette population qui ne fait que grandir, comment la nourrir mieux et comment la nourrir aussi en faisant attention à notre planète. Merci beaucoup à tous. Merci à toi et merci pour moi de m'avoir donné une occasion de rediscuter avec Brice, à qui je dois beaucoup. Ouais. J'en dirais autant. Hein. Avec Bettina, on a vraiment fait une très bonne équipe. Et alors maintenant, avec Jennifer, on est prêt à faire la même chose. Hein. Absolument. C'est toujours inspirant. Merci. Merci pour ce débat. Merci à vous.